Présentement, c'est ça, j'ai appris. C'est quoi la valeur d'une chose versus c'est quoi le prix d'une chose. Ouais. Des fois, tu vas faire un prix de quelque chose comme là, mais ça va valoir ça pour un client. Ouais. Fait que tu sais, quand on était dans le domaine créatif comme ça, puis que tu mets un price sur ta créativité, c'est surtout basé sur ta valeur. Alright man, so bonjour à tous puis bienvenue sur un autre épisode de l'Instant Présent Podcast. On se retrouve en studio aujourd'hui avec mon partenaire Joseph Nguyen. Salut tout le monde. Et Hugo Isabelle, directeur créatif chez Profila, vidéaste, monteur chez Barista Montréal et directeur artistique chez Track Trend Official. Alors bonjour Hugo. Salut les boys, ça va? Oui, ça va bien toi-même. Ouais, on est très content de t'avoir avec nous. Yes sir. Super cool. Fait qu'on s'était dit, dans le fond, qu'aujourd'hui on allait faire juste une petite entrevue pour apprendre à te connaître, voir qu'est-ce que tu fais, parler de l'état des médias en ce moment, puis tout ça. Tout d'abord, avant même de te poser des questions, je pense que je vais faire une petite introduction pour dire comment est-ce que nous, on s'est connus. Donc, c'est à cause de Axel, dans le fond, notre photographe. J'étais avec lui l'autre jour en train d'essayer d'apprendre un peu à avoir des tips sur la photographie, puis tout ça. Puis il m'a dit dans le fond que toi tu faisais quelque chose de très similaire à nous, que tu le fais pour ta compagnie, que tu le fais pour d'autres compagnies, puis tout ça. Fait que je me suis dit bon, mets-le on the line, on va le caler, on va voir qu'est-ce qui se passe. Puis vu que tu étais super réceptif, je me suis dit bon, on va l'inviter, puis ça va être super cool. Alors tout d'abord, man, je voulais savoir genre de où c'est commencé l'affaire des médias, ta passion pour la vidéo, puis tout. Ça remonte à, je dirais, le 4 ans au niveau professionnel, mais même juste avant ça, je pense que j'étais en 6e ou en 5e année. Mes parents aimaient beaucoup voyager, puis ma mère, elle aimait ça, également prendre des photos durant ses voyages, puis comme tout bon parent, on s'achète une petite caméra chez Costco ou whatever, tu sais, une petite point and shoot numérique. Puis je me rappelle, je pense que j'étais en 3e année, on était allé en France avec ma mère, puis mon frère et des amis, puis durant tout le voyage, ma mère avait pris quelques photos, mais la majorité, je te dirais que c'était moi qui me promenais avec la cam, qui prenait des photos puis tout ça, puis ce que j'aimais à ce moment-là, c'était même pas la technique, là, c'était même pas comme d'apprendre comment est-ce que la caméra fonctionnait, c'était vraiment juste d'apprendre, c'était juste de capter des moments puis de me dire que hey, je vais pouvoir les revisiter dans 2-3 mois, 2-3 ans, whatever. C'est ça. Ouais. Mais j'étais jeune, là, écoute, je devais avoir 9-10 ans peut-être. Puis à travers les années, mais tu sais, je faisais du sport quand j'étais jeune, j'avais fait du water polo, j'avais fait de la natation, du plongeon. Ok, fait j'étais actif. Ouais, c'est ça, un athlète. Là. Des activités aquatiques assez intéressantes. Un homme aquatique, c'est bon ça. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que les sports d'équipe c'était pas ma chose, puis j'étais pas capable de me faire coacher non plus. Puis ça, je me suis jamais rendu là dans cette histoire-là, parce que c'est vrai que ça revient un peu à ce moment-là. Là. Ouais. J'étais pas capable de me faire coacher. Quelqu'un qui me disait quoi faire, quelqu'un qui était tout le temps en train de repasser par-dessus mes erreurs, puis tout ça, j'étais pas capable. Puis quand j'ai remarqué souvent que les coachs étaient aussi incompétents que comme le pire des athlètes possible, j'étais genre hey yo, tu viendras pas me dire quoi faire. Ouais. Mais je pense que des fois ça arrive man quand tu as des coachs genre quand t'es jeune, parce que c'est pas tout le temps les plus qualifiés. Non, c'est ça. Fait que c'est probable des fois que tu vas avoir une expérience qui est pas top. C'est ça. Des fois c'est des parents. Ouais, c'est ça, les soccer moms, le soccer dad. Le papa du village qui est genre le coach de l'équipe de hockey. Classique. Fait que finalement, j'ai arrêté en secondaire 1 de faire des sports d'équipe, puis j'ai commencé à faire du ski, puis j'ai commencé à faire également du vélo de montagne. Fait que tu sais, comme le bon balance. Ouais. L'été et toutes les saisons. Là. Ouais, exactement ça. Fait que je commençais à faire ça, puis honnêtement, à Noël, mes parents m'avaient offert une carte cadeau Sport Expert, puis mon parrain également une autre carte cadeau Sport Expert. Puis avec cet argent-là, j'étais allé m'acheter une GoPro, mais comme une GoPro 2, là, genre une vieille patente, là, quand ça venait juste de sortir. Puis l'hiver, ce que je faisais, c'est que je prenais la GoPro, puis quand je sortais avec les amis pour aller faire du ski, ou mettons juste les voyages de ski à l'école, au secondaire, c'était là que comme je filmais mes amis, puis à un moment donné, un autre hiver après, mes parents m'avaient acheté pour Noël une point and shoot numérique, comme Full HD, 60 images par seconde, genre pas une DSLR, mais juste une point and shoot, une compact numérique.
Puis comme à un moment donné, j'ai commencé à secondaire 1, secondaire 2 à autant filmer GoPro, tu sais, du POV, que également aussi filmer genre du behind the scenes de comme on niaisait, on était à la cafétéria, on faisait des conneries, whatever. Fait que t'étais rendu le boy vidéo. Ouais, le boy vidéo, genre yo, fais-moi faire ça, tu sais, c'était moi qui filmais ça. Ouais, exact. En ski, là, tu sais. Right. Puis à un moment donné, comme je te dis, ça c'est secondaire 1, secondaire 2. Puis là, je commençais à faire du montage également, des edits de ski, puis sur mon compte YouTube. Puis écoute, ça je l'ai jamais dit, là, mais à un moment donné, j'avais fait une vidéo dans laquelle je montrais comment faire un cocktail, genre un drink. Cette vidéo-là, avec GoPro, là, c'était pourri. Cette vidéo-là, le hit... 130 000 vues sur YouTube. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'à un moment donné, elle a été take down par YouTube parce qu'elle était comme, après 2-3 ans, elle était comme contre les conditions d'utilisation ou les guidelines de la communauté, c'est ça. Puis là, 2-3 semaines, je suis allé retomber dans mon ancien compte YouTube. La vidéo est encore là, elle n'est pas diffusée. Là, j'ai vu 130 000 views. J'étais comme, mais shit, fou, throwback, man. C'est ça. C'est quand que t'as commencé ça, YouTube? Ah, man, secondaire 1, là. Secondaire 1 année, un, secondaire 1, là. Ah ouais, mais je pense que nous aussi, man, on s'est fait initier assez jeune. Mettons 2009-2010. Puis après ça, en secondaire 3, il y avait mon professeur de c'était comme géographie des peuples ou tu sais comme sphère internationale, histoire, géographie, whatever, qui nous apprenait également aussi l'histoire des États-Unis. Puis un des projets, c'était de faire un film ou un court-métrage de 5 minutes à la manière d'un réalisateur américain. Nice. Puis nous autres, on a pigé Quentin Tarantino. Moi, je connaissais pas... un gros nom, mais moi je connaissais pas du tout le style avant. J'avais vraiment pas écouté ses films non plus. C'est comme, à cet âge-là, écouter ses films, c'est comme ça. C'est bien, en fait, c'est ça que je trouve qui est drôle, c'est que t'as pigé ce nom-là. Ton prof, il était wild. J'écoutais encore Bob the Builder, là. Puis finalement, écoute, on avait géré le projet, j'avais filmé ça, j'avais fait le montage avec mes boys, on avait également, on avait été comme différentes locations. Petite parenthèse, j'ai une ferme comme mes parents, pas mes parents, mais mon oncle, ma tante, mes cousins sont propriétaires d'une opération agricole dans le coin de Valleyfield. Puis on avait filmé genre des scènes à la ferme, genre comme du blood, genre quelqu'un qui se faisait stab là, puis tout là. Ouais, dans le projet là. Et sur YouTube. On va mettre des liens dans la description. Puis cette vidéo-là, écoute, j'avais récolté genre 98%, man, genre dans le projet à l'école. Puis mon professeur m'avait vraiment allumé sur le sujet. Puis tu sais, après ça, d'année en année, secondaire 3, secondaire 4, encore en train de faire une couple d'édits, des petites affaires de même, des petits projets. Et là, il est venu secondaire 5. Ce même professeur-là, c'était lui qui organisait la remise des diplômes. Mais c'était la première fois que mon école secondaire, shout-out au Collège d'Anjou, big shout-out au Collège d'Anjou, avait fait une espèce de soirée plus divertissement. Il voulait intégrer du multimédia, du divertissement pour les parents. Habituellement, juste... On va se dire une remise de diplôme, c'est plate, là. Tu clapes pendant fucking 2h30 chaque personne qui monte. C'est ça. Puis, ben, tu sais, ça a amélioré un peu le flow parce que, tu sais, c'était divertissant. Tout le monde trouvait ça drôle. Dynamique, là. Fait qu'en secondaire 5, en plus de gérer tous mes examens du ministère, ben, j'ai géré genre 7 projets vidéo. Cool. Avec quelqu'un qui m'avait aidé, un bon ami m'avait aidé à ce moment-là. Puis, ben, c'était la première fois dans toute ma vie que 552 personnes se réunissaient dans une salle pour comme écouter, visionner un peu ce que j'avais créé. Écoute, j'étais ému cette soirée-là, là, je graduais, genre j'avais la toche. Mais c'est en live, c'est l'expérience globale. Puis tu vois comment le monde réagit. Si le monde rit un peu moins aux jokes. Moi, je suis crampé raide des personnes qui rient. Vice versa, je le trouvais pas si drôle, les autres ils rient. C'était une belle expérience, puis c'est rare que tu as cette expérience-là dans la vie en général, parce que maintenant, avec l'ère des médias sociaux, tu l'as pas nécessairement. Fait que, bref, finalement, cette année-là, j'ai gradué. Là, après ça, je suis allé à l'université, au cégep en communication média. J'apprenais plus le journalisme, mais j'étais toujours plus derrière la caméra. Puis je préférais mieux également aussi gérer des projets en équipe que de les suivre, tu sais, ou de follow the leader un petit peu. Puis après ça, mon ami du secondaire qui avait redoublé une année, ben je l'ai aidé pour ses vidéos quand lui a gradué, quand j'étais rendu au cégep. Fait que genre je louais de l'équipement du cégep, puis c'était comme ok, let's go, on va t'aider pour faire tes vidéos à toi. Puis la différence qu'il y avait entre mon année puis la sienne, avec juste un an d'apprentissage de médias, c'était terrible. Non, c'était sûr, c'était pas au même level. Non, puis autant au niveau du storytelling que juste de la production là, genre c'était pas pareil pantoute. Fait que ça c'était 2000. Ça, c'était 2015.
2016, je te dirais. Ouais. Été 2016. Right. Et après ça, à l'automne, ce même directeur de mon école secondaire, il nous avait comme fait un peu un petit présage, il nous a fait un peu savoir qu'il voulait nous avoir pour l'automne pour justement faire des vidéos pour des projets puis tout ça. Fait cet été-là, moi j'avais travaillé chez H. Grégoire pour laver des autos. T'as eu un round 2. Ouais, absolument. J'ai travaillé cet été-là comme d'arrache-pied, puis je me suis acheté du gros gear quand j'étais revenu. Puis on a lancé Profila Media Marketing qui à ce moment-là était plus comme je sais même pas ce que c'était là. C'était vraiment une compagnie de production vidéo, mais tu sais moi je voulais genre expand à l'extérieur d'une école secondaire là. On a eu une opportunité. C'est ça. Je pense que c'était ta première entreprise, correct? Ouais, absolument. J'avais déjà eu des projets genre tu sais des petits projets ici et là du genre que je vendais de la gomme à mon école secondaire. C'était pas incorporé. Non, j'étais pas enregistré. Non. OK. Puis c'est ça 92 13 Québec Inc. Puis en fait ça pour dire que on s'était équipé puis à ce moment-là je te dirais que notre stratégie, tu sais, on parlait un peu de recherche de clients puis tout ça. C'est très difficile au début d'une entreprise d'aller chercher de nouveaux clients parce que comme tu pars de rien, personne te connaît. C'était à montrer. Puis t'as tout à gagner en fait là. Pas grand-chose à perdre. Non, c'est ça. Fait que finalement, à ce moment-là, on a commencé à couvrir des événements gratuitement pour des amis, pour des connexions. Puis dans ces événements-là, on rencontrait des gens qui avaient des entreprises, on rencontrait des gens qui étaient comme « Ah man, j'ai hâte de voir la vidéo. » Puis tu sais, quand je vais t'écrire pour justement parce que du networking. Ouais, c'est ça, nous autres, on networkait, mais à travers ce qu'on faisait nous. Tu sais, on se pointait pas là-bas dans l'objectif d'aller chercher des cartes d'affaires, de réseauter. On se pointait là-bas pour faire notre job, faire ce qu'on aimait, de façon totalement genre volontaire pour nos amis qui avaient des événements. Puis ça a donné qu'on rencontrait du monde qui avait des business là-dedans. C'est ça. Fait qu'ils nous voyaient à l'œuvre. Fait que ça, c'était comme le organic growth, mais genre pur et dur. 100%, là. Ouais, comme quasiment de la sollicitation porte-à-porte, mais tu sais, d'événement en événement, puis d'opportunité en opportunité également aussi. Puis, tu sais, 2016, ça a été la première année, puis là, je me suis lancé, comme je te disais, le Profila Media Marketing, ça a été la première entreprise que j'ai eue. Beaucoup de clients dans l'automobile au départ, beaucoup de clients également aussi dans divers domaines, mais on s'en parlait un petit peu tantôt également, des entreprises qui sont dans le domaine des services, pas des produits, mais beaucoup de services, je te dirais. Puis à ce moment-là, moi, ma force, c'était la production vidéo, donc c'est sûr et certain que mon offre de services était basée sur ça. Et puis après ça, on a intégré d'autres services avec Axel, parce que Axel, c'est un chum secondaire. Puis dans d'autres services comme la photographie, le branding, tout ce qui est également aussi gestion de médias sociaux. Mais c'est parce aussi, entre parenthèses, tu m'avais dit tout à l'heure que toi, c'est vraiment plus vidéo que photo, là, pour les auditeurs qui voudraient peut-être reach out pour des services. Ouais, mais ma spécialité d'abord et avant tout, c'est la production vidéo. Puis après ça, c'est tous les autres services créatifs qui ont été intégrés à ça, parce qu'on a comme content creation. Puis la création de contenu, c'est vaste, mais tu sais, moi je rayonne surtout au niveau de la vidéo. Puis, c'est ça, man. On est là aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'embûches dans les dernières années. Puis, tu sais, j'ai 22 ans. Fait que, tu sais, comme lancer une entreprise à 18 ans, on me pose la question. Jeune. Ouais, c'est relativement jeune aussi. Mais, tu sais, aujourd'hui, partir d'une entreprise à 18 ans, c'est juste normal. Comme, tu sais pas quoi faire au cégep, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas à l'université, pars-toi une entreprise. C'est quand même fou, là. T'es parti de pas avoir de background concret en vidéo, faire ce que t'aimes. Puis arriver au point où tu es maintenant, c'est quand même vraiment cool. C'est quand même inspirant pour du monde, tu sais, qui ont une passion et qui veulent juste rentrer dedans. C'est inspirant, mais je vais commencer à vous jaser des choses que j'ai vécues, vous allez faire comme fuck, man. C'est rough. À 18 ans, tu passes à travers de ça, genre. Comme. Terrible. Du genre que je me fais comme insulté par un propriétaire d'entreprise en plein meeting parce que genre je sais même pas c'est quoi un pitch de vente. Du genre qu'il me dit que j'étais un gars j'étais un bullshitter genre, puis qui est comme sac ton camp de mon bureau parce que je veux plus te voir. Mais non, mais en même temps, man, c'est... Grosse learning curve. C'est ça, c'est le gros learning curve, mais t'es obligé d'être confronté à cette réalité-là quand t'es jeune puis tu commences, mais en même temps, c'est un bon building block pour devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Tu sais, t'en as parlé, t'étais au secondaire, le développement s'est fait rapidement. T'as eu des genres de... Je veux pas dire des mentors, là, mais des mentors qui étaient là, qui t'ont donné l'ambition pour devenir où est-ce que t'es. Tu sais, si t'avais pas eu ces éléments clés, je pense, dans ta vie, ça serait pas donné comme ça. J'avais rencontré à un moment donné une directrice au développement des affaires chez PME Montréal. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et puis, une phrase clé qu'elle m'avait dit durant un meeting, c'est
t'as acquis une maturité entrepreneuriale très, très, très jeune. Ouais. Ouais. Mais c'est la clé, là, parce que cette maturité entrepreneuriale-là, il y en a qui vont jamais l'acquérir. C'est ça. Ou que genre, ils se lancent une entreprise à 35, 40 ans parce qu'ils viennent de lâcher leur job ou whatever. Puis comme le 9 à 5... dans leur job, c'était la routine, mais que là, ils doivent mettre les bouchées doubles, triples ou whatever pour acquérir cette maturité entrepreneuriale-là, mais très tard. Mais c'est pas facile. Mais je pense aussi l'avenue entrepreneuriale, c'est beaucoup d'autonomie. C'est quand t'es un 9-5. De discipline. Mais c'est aussi, genre, tu sais, personne te dit quoi faire. Là. Si tu te lèves le matin, tu fais ta liste de tâches, tu fais tes affaires pis tout. Fait que je peux relate à ce que tu dis parce que, tu sais, nous, c'était ma première expérience entrepreneuriale ever. Puis je me suis dit, bon, je vais me jeter là-dedans face first, puis genre je vais dealer avec les conséquences ou whatever, qu'est-ce qui arrive on the way, puis finalement tu réalises que comme en le faisant, c'est beaucoup plus accessible que tu penses quand tu t'entoures de bonnes personnes puis tout. Ouais, ben, tu sais, on se connaît depuis pas très longtemps, mais dans le sens comme j'ai jasé avec vous autres un peu au téléphone, puis on se parlait avant le podcast, mais tu sais, vous avez l'air de deux d'autres brillants là, qui vous allez à l'université en ce moment. En fait, on s'entend que comme le brain est là, c'est juste l'exécution par la suite. Ça. Merci. non, mais tu sais, quand tu rencontres des gens qui sont intéressants, qui sont intelligents, fuck, c'est attirant, là, parce que tu veux jaser avec eux, puis tu peux comprendre, tu parles leur langage également aussi. Tu sais, il n'y a rien de pire que de travailler avec des niaiseux. Mais je pense que les gens avec qui tu t'entoures, man, c'est tout le temps ça qui va refléter sur ta propre vie. Moi, je suis tout le temps de l'avis que il y a beaucoup de gens dans la vie qui vont mettre l'emphase sur des objectifs, mais un objectif, tu sais, avoir un goal, c'est une illusion. Si la structure qui encadre cet objectif est pas là, quand tu atteins ton goal, c'est juste c'est fake. Là. C'est juste ça va pas continuer à arriver perpétuellement. Puis tout ça. Définitivement. Anyway. Mais je voulais te parler également, mais là, on va parler de tes business. Là, fait que, là on a parlé un peu de profit là. Est-ce que tu peux me parler un peu de qu'est-ce que tu fais avec Barista Montréal? Ouais, absolument. Café Barista, c'est un très bon client pour moi. C'est une famille également aussi. Café Barista, c'est parmi dans le top 10 des plus grosses des micro-torréfacteurs montréalais, au Québec surtout. Et puis, ils font du café torréfié de façon italienne, dans la tradition italienne, et ça à Montréal depuis 2004, si je ne me trompe pas. Et puis, mon bon ami et propriétaire Alex Sereno, il y a à peu près, je te dirais, 1 an et demi, on s'était rencontrés pour un poste de vidéaste monteur chez Barista. Et puis à ce moment-là, c'était vraiment juste de la vidéo. C'est vraiment juste comme rentre une journée par semaine chez Barista, crée de la vidéo, puis comme on diffuse ça. Puis à travers le temps, ben tu sais, moi je suis rentré là comme étant un sous-traitant, comme vraiment profil agence créative ou à ce moment-là profil média marketing rentre pour justement créer du contenu. Puis à travers le temps, ben ça s'est développé vers des gifs, faire de la vidéo, développer des concepts, développer des idées, du genre que, tu sais, on veut une série documentaire sur l'évolution de notre nouveau projet qui est le Coffee Shop. Genre, Hugo, je veux que tu fasses tout pour documenter ça puis me faire une série documentaire. C'est un vrai partenariat. Ouais. Fait que, tu sais, comme exemple, Café Barista, ce que j'aime beaucoup d'eux, c'est qu'on crée beaucoup de contenu pour justement développer la marque de façon organique. Et ça, grâce à une équipe très, très, très compétente à l'interne, autant de sous-traitants que d'employés. Comme il y a des postes clés à l'interne, comme exemple la directrice marketing, le gestionnaire de communauté qui sont des employés, mais tout le reste, c'est des sous-traitants. Et donc, tu sais, pour moi, Barista, c'est un bon client. C'est exactement aussi une famille de gens qui m'appuient. Donc, tu sais, Alex, il met beaucoup de l'avant les gens avec qui il travaille. Il paye beaucoup de... Tu sais... pay attention, genre il en redonne beaucoup aux gens avec qui il travaille. Il showcase un peu aussi les pigistes avec qui il travaille. Donc, bad respect pour eux parce que franchement, j'en ai gros shout-out lui. Ouais, absolument. Gros shout-out à Café Barista, gros shout-out à toute la team là-bas. Mais tout ça pour dire que vraiment, comme le learning curve qu'on parlait tantôt, j'en ai appris énormément à travailler avec cette entreprise-là parce que Barista, c'est une marque montréalaise qui s'est développée via l'innovation sur le web. Donc, tu sais, c'est sûr et certain que je suis à mon élément là-bas. Puis depuis 1 an et demi, c'est pas 2 maintenant, je développe la marque en créant du contenu pour eux autres. C'est quoi l'affaire la plus difficile pour toi quand tu crées du contenu? Wow! J'avais la discussion avec quelqu'un l'autre jour, c'est de transposer mes idées et de verbaliser mes idées, je te dirais. Souvent, j'ai comme...
tu sais, on parlait de TikTok tantôt, ça m'a pensé genre men only have 4 moves. Moi j'ai genre 2 moves. C'est soit je fais juste penser puis je parle pas, mais je suis créatif, right? Fait que j'ai mes idées mais je parle pas durant le meeting, fait que mes clients ils voient pas la personne créative derrière, ou j'ai genre le mood de comme j'ai tout dans la tête puis il faut que ça sorte live. Puis comme quand mettons j'ai eu un meeting récemment avec une cliente puis on a développé un concept vraiment nice que comme je pense c'est worth d'en parler dans le podcast parce que ça s'est passé avant-hier là. J'ai vu une personne réceptive devant moi, j'ai vu une personne qui était juste open-minded, qui était prête à entendre peu importe qu'est-ce que je dis, puis exemple faire des compromis plus tard mais tout ça, mais j'ai juste verbalisé tout ce que j'avais en tête puis ça sortit comme un peu tout croche au final, mais l'idée au final ça a fait qu'on a créé, là on est en post-prod en ce moment, mais on a créé selon moi le projet le plus ambitieux puis le projet le plus unique pour un concessionnaire montréalais. Un concessionnaire québécois en fait. Parce qu'à noter qu'il y a eu autour de 890 concessionnaires au Québec. Puis l'objectif avec ce concessionnaire-là, c'est de se démarquer mais à un niveau genre extrême. Next level. Le plus possible. Ah ouais. Ça c'est-tu non-disclose ou tu peux en parler un petit peu? Non, je vais en parler. Moi, j'aime énormément showcase mes clients. J'aime énormément donner du love à mes clients parce que honnêtement, c'est grâce à eux que mon entreprise se développe. C'est grâce à eux également aussi qu'on réussit à repousser la barre à chaque jour. Puis c'est des amis au final. C'est des gens avec qui j'aime travailler. Une relation c'est ça qui compte le plus. Là. Ouais, absolument. Show love of your clients, peu importe ce qui arrive. Récemment, en fait, j'ai été mandaté par Decari Motors de faire la création de contenu et surtout de s'occuper aussi de la photographie, tout ce qui est l'aspect photo dans cette entreprise-là. Pour vous donner un exemple, Decari Motors, c'est un concessionnaire de Land Rover, Jaguar et je pense qu'il y en a une autre marque qui vendent, mais c'est également aussi Bentley et Aston Martin Montréal. Donc on rentre dans le top tier des concessionnaires prestigieux au Québec et puis c'est un très bon client, puis c'est grâce également à une personne que j'ai rencontrée dans le monde du motorsport que je suis réussi à rentrer en contact avec là. Exactement ça, plugger en bon terme. Puis également, ce projet-là, en fait, ce que c'était vraiment... on veut showcase 6 créateurs de contenu ou 6 artistes à travers 6 véhicules, 6 autos différentes de la marque. Il y a toutes les marques qui ont. Puis Decari Motors, ils n'ont jamais vraiment poussé des concepts comme ceux-là dans le passé parce que probablement il n'y avait pas les effectifs ou il n'y avait pas nécessairement les bonnes personnes pour ces projets-là. C'est quand même une innovation. Là. C'est comme il faut pas avoir quelqu'un de très conservateur, sinon ça marche pas. Comme ça revient à ce qu'on disait tantôt, le développement d'une marque, ça passe par l'innovation. Think outside the box. Think outside the box. Puis si tu fais juste faire comme tous les autres, puis on va faire meilleur qu'eux autres, mais tout le temps pareil. Oublie ça, man. T'as jamais démarqué. Faut que tu aies les balls de le faire en monde québécois. Mais faut que tu aies les bonnes personnes derrière ça qui ont la vision qui ont les idées pour faire ça. Fait que grâce à ma bonne amie et si je ne me trompe pas propriétaire de la Collective Agency, Mabel Palomino, on a développé un concept pour Decari Motors où pendant 12 heures prenait le tout nouveau Land Rover Defender, un gros camion spécialisé en route pendant 12 heures et à chaque heure un spot différent de photos. Puis moi j'étais comme j'ai besoin d'avoir le creative freedom avec ça. J'ai besoin de développer le concept. Puis tu sais, j'étais un gars de ville mais j'étais un gars de campagne aussi avec la ferme et tout ça. Puis je connais quand même très très bien l'extérieur de Montréal, comme je connais également aussi Montréal. Tu sais, j'ai un bon bagage comme québécois, tu sais, je connais vraiment le terroir. Parlant de ça, est-ce que comme quand on te donne ce mandat-là d'aller conduire l'auto pendant 12 heures, as-tu tes spots préécrits? Comment ça fonctionne? Il y a beaucoup, en tant que directeur créatif, il y a cette partie-là, dans le sens que mon client s'attend à ce que je la fasse, cette partie de recherche-là. Fait qu'il y a beaucoup de recherches sur le véhicule, parce que je veux pas avoir de niaiseux, puis je veux pas dire n'importe quoi à propos du camion qui vaut quand même un peu d'argent. C'est ça, tu peux arriver là puis rien savoir. Exactement ça. Puis il y a beaucoup de recherches également oui, c'est un auto, mais il y a un héritage historique incroyable. Le Defender, là, c'est un véhicule qui a été
qui a été vendu à travers le monde pour les comme 60 dernières années. Là. Puis également, faut savoir chaque photo, qu'est-ce qu'elle va mean, parce qu'il y a un story à faire à travers ça. Comme tu vends l'expérience. Ouais, puis en plus de ça, non seulement je prends des photos, mais j'ai Nikolai dans le passenger seat qui me filme tout le long de la journée. Là. Ça, c'est cool. Genre Nick, tu documentes toute ma journée, puis c'est autant ça. Genre, les photos sont aussi importantes que la vidéo, que la série, tu sais. Fait que ma cliente était comme, Mabel était comme, we should start with you. J'étais comme, man, moi je suis derrière la cam, mais je suis quand même pas si pire devant également aussi, tu sais. Puis c'est comme, yeah, no, let's start with you. Anyway, ils savent qui t'es, puis ils savent un peu qu'est-ce que tu fais, donc on va l'essayer. Fait que là, on est quoi? On est vendredi. Ok. C'est-tu hier? Hey, c'était hier. Le temps passait lentement. Hier, pendant 12 heures, donc de 10 heures le matin, aller à 10 heures le soir, ils m'ont prêté le nouveau Defender 2020. Le truck avait même pas 1000 km dessus. Fait qu'ils t'ont juste passé la clé, fait ton travail. Signe les papiers. Assure-toi que tu sois assuré sur le véhicule, tout. Mais on te donne les clés, tu fais ce que tu veux, mais tu crées le contenu. Mais là, tu as touché un peu sur le fait que tu as été genre acteur dans cette affaire-là. Est-ce que tu voudrais commencer à faire plus? Genre, c'est quoi tu sais, quand j'étais en média, j'ai fait du devant puis j'ai fait du derrière la caméra. Puis honnêtement, j'étais quand même à l'aise devant la caméra. Parce que, tu sais, l'animation, c'est un petit peu comme faire du basic, tu sais, comme si t'en fais pas longtemps, tu vas toujours être bon, mais si t'en fais pas souvent, tu vas devenir de moins en moins bon, tu sais. Fait que moi, plus je me pratique devant la caméra, c'est des reps, c'est ça. Tu vas grow up. Puis tu sais, moi, mon style est un peu, tu sais, je suis pas un journaliste automobile québécois. Je suis pas en train de parler de porte-gobelet puis tout ça. Donc tu sais, c'est sûr que hier, j'ai vraiment été moi-même. Puis tu sais, je vais vous donner un aperçu de la journée, là, puis la vidéo va sortir dans les prochaines semaines. Là. Mais hier, avec le Defender, on est allé au Fire and Five Roses, on est allé au quai à l'horloge du quai à Montréal. On a monté le mont Yamaska. Nomme-moi un concessionnaire québécois qui a déjà monté une montagne avec un truck. C'est rare, là. C'est les manufacturiers qui font ça. C'est les manufacturiers qui font comme on va faire ça. C'est les gars, c'est Top Gear en Allemagne, en Angleterre qui font ça. C'est ceux qui ont plus de budget. Mais nous autres, c'est comme on est des créateurs de contenu puis on fait avec pas grand chose. Tu sais? Fait qu'on a monté une montagne, on est allé dans une ferme, dans une bellerie, tu sais, puis tout ça grâce à les contacts que j'avais, les bonnes relations que j'ai entretenues avec ces gens-là. Puis on a finalement fini à Montréal avec le plus beau backdrop possible. On a fait du light painting, on a fait des rolling shots avec le Defender en rentrant à Montréal sur le pont Jacques-Cartier pendant qu'il était complètement illuminé. Mais parlant de rolling shot, man, j'ai vu sur tes stories pis tout ça, là, t'es rendu avec un genre de setup stabilisation. Tu veux nous en parler un peu, man? Sketch? C'est sketch. Ça avait l'air stable, quand même. Ouais, mais c'est parce que c'est le pré-rig J-Scar qui était sketch. À travers les années, j'ai toujours voulu filmer des rolling shots. Si on est pour filmer un auto, je veux le voir rouler. En action, man. Je veux le voir rouler, tu sais. Fait que les idées, c'était vraiment comme... je sais pas pourquoi je fais ça. Ma première auto, c'était une minivan, OK? Fait que ce que je faisais, c'est que je disais à quelqu'un, conduis l'auto, je vais m'asseoir dans le passager, on va ouvrir la porte, on va filmer avec le stabilisateur comme ça. Ça, c'était correct. Tu sais, j'étais attaché, la porte était ouverte, mais j'étais attaché. Là, j'ai changé avec une Ford Focus. Le haillon s'ouvre, c'est chill. Mais là, comment je m'attache dans ce char-là pour faire des rolling shots? Fait que je me suis pris, à travers les années, une ceinture de water, une ceinture de construction. Là, je me suis attaché des câbles attachés dans l'auto, genre. Puis comme je suis là avec le stabilisateur en train de filmer. Hey, gros, la dernière fois... Il fallait un chandail I do my own stunts. C'est tellement le genre de choses que tu vois dans les behind the scenes des films américains. Là. Écoute, je t'ai montré une photo tantôt au pire, là, c'est sketch. Là, mais gotta get the job done. À un moment donné, on roulait 70 km/h dans un rang avec une Audi R8 en arrière V10, tu sais. Puis moi, je vois pas ce qui arrive en avant. Eux, ils voient ce qui se passe en avant. Moi, je vois rien pantoute. Là, à un moment donné, j'entends juste genre... Là, on passait sur un passage à niveau, genre à 70 km/h. Gros, j'ai revalé. C'est ça, c'est là que la ceinture de War j'ai dit à mes gars, puis après ça, le shooting juste avant, la journée d'avant, je m'étais fait arrêter 2 fois par la police dans la même journée parce que comme
ils nous voyaient faire, puis t'es comme, yo, c'est illégal ce que vous faites, les gars, faites plus jamais ça, Ouais, tu sais, okay. pas de c'est juste des whatever. avertissements, là. Ouais, puis là, ils sont comme, retournez chez vous, genre, faites plus ça, tu sais. Fait que je me suis dit, le dream, genre le gadget, pour moi, pour ma sécurité, c'est un car rig, un chase car rig. Fait que je me suis monté vraiment avec comme les moyens du bord, genre des accessoires que tu peux acheter chez Canadian Tire, un chase car rig. Puis honnêtement, on a fait des tests récemment, là. C'était impressionnant. C'était impressionnant, man, pour un rig que je monte puis que j'ai comme déjà pas mal tous les équipements. Là. Comment tu l'as fait, man? Ok. À la maison. C'est ça, à la maison, là, pour l'auditoire. Tu peux mettre une photo. Ah, je vais mettre une photo. Mettre des inserts, Ok. Tu prends un auto, ok? Tu prends un char, ça prend un conducteur. Ok, tu peux pas conduire et filmer en même temps, oublie ça. Non, c'est dead. Tu te mets un hitch en arrière, comme un attache-remorque. Puis après ça, que ce soit un 2 pouces ou un quart, comme le mien c'est un quart, fait que j'ai mis un adaptateur pour un 2 pouces, parce que 2 pouces c'est comme le standard. Tu vas chez Princess Auto à Laval, t'achètes je sais pas comment ça s'appelle, c'est un étau. Tu peux mettre une affaire d'un étau pour les pick-up en arrière, genre. Puis ça monte puis ça descend. Genre, il y a une pin que tu peux placer pour monter puis descendre. Puis c'est comme legit un plateau en métal. Puis moi, j'ai acheté un anti-vibration, un amortisseur anti-vibration qui va aussi comme ralentir le mouvement. Puis tu mets, mettons, ton Ronin, ton Movi Pro, genre un full gimbal. Ouais, t'as une gimbal par-dessus. Puis tu mets ta GoPro là-dessus. Puis tu t'assures de bien tighter ça pour pas qu'il y ait rien qui casse le camp. Puis les routes du Québec, c'est sketch. Comme là, les tests qu'on a fait, le premier était pas concluant pantoute parce qu'il me manquait une pièce. Ça vous prend une affaire de vibration. Faut pas que le hitch il bouge. Faut pas que le hitch il bouge. Les premiers tests, j'étais comme déçu. Ça fonctionnera jamais. Mais il me manquait une petite pièce de comme 20$ pour acheter chez Canadian Tire pour pas que ça vibre. Puis tu roules pas plus que 60 km/h parce que passer ça, man, chaque petite bump là, c'est amplifié. Non, c'est ça. Sûr, mais oui, je suis sûr que tu peux avoir des super belles rolling shots et nous, absolument. Pas obligé d'aller à 300. Tu mets une petite stabilisation sur Premiere après, job is done. Mais that's pretty much it. Ok, man. Puis je voulais savoir de quoi ton day-to-day, man. C'est quoi le day-to-day de Hugo Isabelle, là? C'est plate, j'ai essayé de me réveiller tôt. Non, je te dirais que je commence souvent mes journées autour de 6h30, 7. Puis honnêtement, c'est pas si pire là. Déjeuner, faut que je déjeune, pas le choix. Café, beaucoup de café, de l'espresso s'il vous plaît. Mais je te dirais que de ce temps-ci, j'ai de moins en moins de temps pour répondre à mes courriels. Donc tu sais, je fais beaucoup d'appels. Je préfère mieux appeler mes clients puis discuter avec eux directement. Également, tu sais, en ce moment, je suis dans une période où est-ce que faut que j'engage du monde pour faire toutes les tâches, exemple, énergivore comme exemple, le montage. La post-production, ça prend tellement de temps. Puis c'est lui le gars du montage. Je fais le montage audio. Tu sais que si tu filmes 2 heures, t'en as pour 4 ou 6 à faire du montage. C'est exactement ça. Puis quand tu commences à ajouter de la colo, des effets, du sonore, du motion design, là tu viens à un autre niveau. Parce que t'as les clients qui vont payer pour aussi. Donc t'es rendu à ce niveau-là, mais moi je suis comme là en ce moment je suis rendu à un point où est-ce que genre je dois engager quelqu'un pour faire du montage puis faire de la post-prod pour justement m'occuper de ça. Mais je te dirais que mon day-to-day c'est vraiment c'est soit des tournages, c'est soit des rencontres aussi avec mes clients pour développer de nouveaux projets, ou c'est également aussi beaucoup de strategizing. Comme là en ce moment je suis dans une période de growth, une période de croissance assez intéressante, tout organique. Il y a pas vraiment je pose pas vraiment de marketing à des niveaux extrêmes. Mon marketing il se fait vraiment surtout au niveau du réseautage, je te dirais. Puis tu sais, c'est vraiment comme de développer des nouveaux concepts, de soumissionner sur beaucoup de projets également aussi. Moi je fonctionne surtout sur du tu sais, j'ai une offre de service récurrente, j'ai des forfaits, tout. Mais la majorité des trucs, c'est tout le temps des soumissions parce que c'est tellement des projets comme divers que c'est difficile de put a price on it en son temps que tu sais pas c'est quoi les attentes du client. Ça, j'allais te demander comment est-ce que tu as appris à faire les soumissions? Genre, c'était juste un learning curve? Les soumissions, dès le départ, c'était vraiment... Il fallait que je fasse des soumissions parce que tu sais pas combien tu charges quand tu commences, tu sais pas combien tu vaux, tu sais, la valeur. Récemment, c'est ça j'ai appris, c'est quoi la valeur d'une chose versus c'est quoi le prix d'une chose. Des fois, tu vas faire un prix de quelque chose comme là, mais ça va valoir ça pour un client.
Fait que tu sais, quand on était dans le domaine créatif comme ça, puis que tu mets un price sur ta créativité, c'est surtout basé sur ta valeur. Combien tu penses que tu faut? C'est pas un bien matériel, c'est l'expertise. Tu sais, comme marketer, vendre un produit versus un service, c'est très différent. C'est un défi aussi en même temps. Je te dirais que pour moi, on a des tarifs horaires pour certaines choses. J'ai également aussi des pigistes qui viennent travailler, donc eux autres ont déjà leurs tarifs journaliers ou leurs tarifs quotidiens. Et puis après ça, ben également, il y a les frais d'agence. Je veux dire, Profil Agence Créative, c'est une agence montréalaise qui développe des concepts. C'est une agence qui également rayonne par son innovation au niveau des idées du contenu, puis de l'organisation de ces affaires-là. S'assurer que votre entreprise est représentée sous son plus beau jour, ben ça a une certaine valeur. Donc c'est sûr et certain que l'agence doit survivre à travers de ça et même doit prospérer via justement là, le frais d'agence, si on pourrait dire. Puis après ça, ben c'est comme... Le reste, c'est du day-to-day. Mais à the end of the day, c'est aussi que tu veux avoir juste la rétention des clients. Parce que là, tu parlais du fait que tu veux avoir du following qui est organique. Tu fais ton networking, tu commences à avoir ton gig. OK, mais tu veux que le gig, il se répète à the end of the day. Ça, avoir du volume à the end of the day, ça peut être bon dans ton networking, mais juste avoir la rétention puis le fait que tu vas le faire tout le temps avec le même client. Une belle relation, je présume, ça peut être. Ben tu sais, je suis passé de Profil Média Marketing à Profil Agence Créative dans l'objectif d'intégrer de nouveaux services pour avoir une offre de services plus récurrente, plus de récurrence également aussi. Puis tu sais, c'est ce qui permet de développer, parce que quand t'as de la récurrence, c'est du stable d'un plat de patate. Tout ce qui peut juste développer, tout ce que tu peux juste faire d'extra pour te démarquer de ton steak blé de patate des autres, ben c'est ça qui va te permettre de te démarquer, de développer. Mais en même temps, tu sais, le plus important dans le pricing et tout ça, tu sais, je vais vous conter une affaire qui m'est arrivée récemment. Je fais affaire avec beaucoup d'agences marketing, tu sais. Puis eux, ces agences-là, souvent, ils attendent pas à niaiser. Puis c'est vrai, ils savent déjà que la stratégie, c'est ça. Donc, on veut ce type de contenu-là. Maintenant, comme, arrange-toi pour qu'on ait le meilleur possible, tu sais. Donc, j'ai eu récemment un projet, puis je nommerai pas des noms parce que c'est pas pertinent à notre conversation en ce moment. Mais l'agence était comme, cette compagnie-là, ils font des lasers, puis ils veulent une vidéo corporative. Puis tu sais, une vidéo corporative, habituellement, je disais à mes clients... Fais pas toi faire une vidéo, développe ta marque via du contenu maintenant là. On faisait ça il y a 10 ans des vidéos corporatives, on fait plus ça aujourd'hui. Mais eux autres c'est du B2B puis ils font beaucoup de salons, fait que c'est pertinent pour eux autres d'avoir une vidéo corporative très solide parce que les deals qu'ils vont vendre pour des lasers, ça va être des millions et des millions de dollars pour l'armée canadienne, tu sais. Fait que là, ben j'envoie une soumission pour 5000. Là l'agence me revient 5 minutes plus tard, ils sont comme non, il faut que tu montes ton prix, eux autres s'attendaient à payer autour de 10. Ah ouais. Là, c'est l'agence, là. Là, c'est l'agence. Fait que là, on revient au truc de genre, faut que tu saches combien tu vaux. Ta valeur, c'est ça. Exact. Parce que l'autre, il était comme, nous autres, on sait que tu es capable de produire quelque chose qui vaut 10 000. Fait comme, produis-moi quelque chose qui vaut 10 000 parce que mon client, il s'attend à avoir ça. Mais c'est parce que c'est également, même, genre, le salaire, c'est un incentif à the end of the day. Fait que eux, quand ils te payent plus, ils savent que tu vas en donner plus. Puis, aussi. C'est comme, les prix, là, c'est un couteau à deux tranchants quand tu commences. Soit t'es trop cher comparé à tout le monde, puis c'est comme on prendra pas parce que excuse-moi, mais je pense que tes idées, ce que tu proposes, c'est comme hors de ce qu'on s'imaginait, ou t'es trop bas versus tout le monde, ton service a l'air cheap. C'est ça. Il faut que tu sois dans un range qui est respectable, proche de la compétition. Faut que tu gères aussi les attentes de ton client. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu énormément de misère quand j'ai commencé, puis même encore aujourd'hui, j'ai de la misère. Tu sais, le client, il s'imagine à qu'on crée du contenu puis qu'il va vendre tout de suite. Moi je veux vendre là. Avec du contenu organique, non tu vendras pas tout de suite. Fait que tu ramènes les attentes du client puis tu lui dis, nous on crée du contenu pour développer ta marque pour que dans comme 1 an ou 2, tous tes clients viennent te voir puis tu as des leads organiques sur ta page. On va faire des ads, on va faire du SEO, du SEM puis tout ça, mais je veux dire, si tu grow de façon organique, attends-toi à avoir ton retour dans 1 an ou 2. 100%, mais c'est un marathon, pas une course. Mais ça, c'est un défi pour tous les compagnies. Tu sais, tout le monde veut rentrer dans leur plan financier de 1 an. Le ROI, définitivement. Fait que là, ils voient pas long terme, mais tu sais, tout est long terme là, de nos jours, la technologie. Moi, j'ai des clients qui ont des agences, ils font affaire avec des agences qui font que ça, là, du SEO, du SEM, du Google Ads, du Facebook Ads. Puis moi, je suis là en support au niveau de l'organique. Fait que tu sais, ils ont autant la balance des deux. Mais moi, je suis pas dans le Google Ads, je suis pas dans le Facebook Ads, je suis
suis pas un ad manager non plus. Je suis pas créateur de campagne non plus. Fait que moi, je suis dans l'organic growth. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, en 2020, l'organic growth, si tu négliges ça dans ton entreprise, là, tu passes à côté de belles opportunités. Là. Mais je pense que c'est aussi une question d'être très constant avec la façon que tu postes sur les réseaux sociaux. Tu sais, je t'avais parlé un peu dans l'auto, mais on va le ramener pour les auditeurs. Parce que, en tout cas, dans l'ordre des entrevues en ce moment, tu vas passer après Michael. Mais on en avait discuté sur le fait que justement... c'est un big shout-out à Michael Q. Genre que, tu sais, lui, il postait beaucoup, puis il a dit c'était ça la clé, que tu peux pas avoir de day off, là, ou d'affaires de même. Puis j'avais vu une étude qui montrait, mettons, sur Instagram, le reach pour une personne qui poste 7 days a week versus 4 days a week ou 2 days a week, pas la même game du tout, là, en termes de organic growth. Ouais, ben, ton organic growth, on peut parler En fait, qu'est-ce que tu considères organique? On va commencer par là. Qu'est-ce que organique? Tant c'est longtemps que tu ne payes pas pour aller chercher un lead ou que tu ailles chercher, mettons, une clientèle, pour moi, ça, c'est du organique. OK, mais est-ce qu'un like for like, c'est un organique dans ce sens-là? Parce que tu n'as pas payé, mais c'est ça. C'est une sollicitation. Donc, tu sollicites quelqu'un, tu invites quelqu'un sans nécessairement lui proposer quelque chose. Moi, je suis un fervent de... Si tu proposes du contenu pertinent, si tu proposes également aussi si tu partages ton savoir, comme mes amis chez Barista diraient, si tu démocratises le savoir du café torréfié à l'italienne au Québec, ben tu vas aller chercher ça, dans le sens que la personne va reconnaître. Mais je reçois des appels depuis tantôt là. ça met là en OK. Ouais, non, c'est pas grave. Quand tu proposes à quelqu'un la valeur, ou tu leur offres de la valeur, ou tu leur as amené un piece de content qui a été super utile pour eux autres, ces gens-là vont se rappeler que tu vas leur avoir apporté comme du knowledge, right? Fait que, mettons, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je tente de faire, puis durant le COVID, c'est ce que j'ai fait également avec mes clients. Je les ai aidés plutôt que d'essayer de leur ram dans le throat, genre, tu sais, des stratégies de création de contenu pas trop chères. On est là pour vous aider, fait qu'on va comme vous donner des petits conseils ici et là pour au moins faire votre création de contenu maison, si c'est le cas. Puis, ben comme post-COVID, là, je ramasse tous les fruits parce que ces gens sont comme, ben là, Hugo m'a aidé durant le COVID. Ben, ça serait juste le moment de juste l'appeler, de faire « Hey man, j'ai besoin de ton aide parce que là, je suis débordé post-COVID. » C'est que tu deviens comme inconsciemment, la personne pense que ben c'est ça, te voir d'une façon positive, puis va venir vers toi. Ça, c'est comme la meilleure chose quand tu veux grow organiquement. Là. Non, c'est ça, définitivement. Mais je pense, man, juste de nos jours en général, le SEO versus SEM, man, c'est genre, il faut vraiment être en mesure d'optimiser les deux côtés de la médaille aussi. Parce que juste aller sur le organic growth, je pense que c'est pas nécessairement assez. Non, c'est ça, mais bien le faire, anyway, t'as l'air de connaître ton créneau à date, fait que c'est assez bon, là. Est-ce que tu peux me parler aussi un peu de la F1 puis tout ça, tes implications par rapport à ça? Parce que j'ai vu, là, avec Track Trend Official puis tout ça, mais là, tu m'as dit que tu voulais aller faire du streetwear. Ouais, ça, ces genres d'affaires-là. C'est spécial. Mais ça, c'est un peu en lien avec la F1. Ouais, parmi mes en fait, c'est même pas de Formule 1, c'est ça. C'est juste les autos en général. L'automobile. En fait, je vous explique, là, mes premiers clients dans l'automobile, c'était deux gars qui s'appellent Louis Gélina puis Jérémy Daniel. Les deux gars, ils sont dans leur fin vingtaine, mi-vingtaine, puis ils ont beaucoup d'expérience dans l'automobile. C'est des pilotes, c'est des gars de marketing, c'est des professionnels, c'est des gars qui opèrent dans le motorsport depuis l'âge de ça, tu sais. Et puis, à travers les années, on a développé une relation d'affaires, des clients ici et là, puis on a forcément le même âge ou presque, donc tu sais, on se comprend super bien. Puis, à travers les années, j'ai eu des belles opportunités de travailler avec eux autres puis leurs clients. Et puis, voilà à peu près... Je te dirais 6 à 8 mois. À un moment donné, Louis était comme, man, faut qu'on fasse de quoi ensemble. C'est pas possible qu'on ait tout ce talent-là, tous ces contacts-là, puis qu'on puisse pas faire de quoi. Puis on veut vendre un produit, on veut pas faire un service. Fait que les gars, à un moment donné, étaient comme, hey, on se part un média automobile, puis on review des autos. Là, j'étais comme, ouais, mais tout repose sur la création de contenu. Vous autres, on vous exploite pas pour votre talent également de marketeur, puis de pilote, puis ça reste un peu un service dans un sens. C'est toujours, ça reste un média. Puis on veut pas être des journalistes parce qu'on n'est pas des journalistes, tu vois ce que je veux dire? Fait qu'au début, on voulait appeler ça Track Media. Je comprends. Là, ça switch. On est comme, OK, on porte des vêtements à tous les jours, puis on veut développer un brand. Genre, on veut pas un média, on veut développer un brand. Fait qu'on a combiné nos forces ensemble pour
créé qu'est-ce qui est maintenant Track Trend, qui est un... je vais te le dire en anglais, parce qu'en français, ça sort fucked up un peu. Mais c'est un Track-Inspired Clothing Brand. Puis l'objectif, c'est vraiment de créer, de fournir, puis de proposer des designs de apparel uniques qui sont inspirés du track, racing, lifestyle, automobile, puis tout ça. Fait que là, dans les dernières semaines, on a créé beaucoup de contenu. On a également reçu notre première collection qui devrait go live dans comme Mais ça, genre, est-ce que tu travailles avec des designers, tu sais? Non, pour Track Trend, à ce moment, c'est moi qui fais tout le design. Même si c'est pas nécessairement ma tasse de thé principale, c'est ma tasse de café, rendu à ce point-là. Là. Comment est-ce que tu t'y prends? Je travaille surtout sur Photoshop. J'ai tenté de faire un peu de Procreate sur iPad puis tout ça. Je sais pas si c'est mon crayon que j'ai commandé qui est pourri. J'étais vraiment pas capable. Je vais essayer de faire un peu plus de Procreate puis tenter de faire un peu plus de dessin et d'illustration, mais c'est mainly Photoshop, Illustrator puis... Est-ce que tu voudrais outsource à un moment donné le côté design? C'est sûr que tu peux avoir tes idées à toi puis là aller trouver quelqu'un. On outsource déjà en ce moment parce que j'ai quelqu'un dans mon agence. Gros shout-out à David Beaulieu. Il va y avoir beaucoup de shout-out aujourd'hui. C'est bon. Le podcast des tout le monde veut savoir. Gros shout-out à David Beaulieu. Partenaire dans mon entreprise. En fait, il n'est pas partenaire, mais il est vraiment un collaborateur important, collaborateur clé dans Profil Agence Créative. Également aussi, je vais peut-être lancer mon podcast avec lui dans pas longtemps. On pourrait work un deal avec une autre entreprise pour join in et tout ça. Mais David va probablement venir nous aider, nous épauler aussi au niveau du design. À un moment donné, je suis créé à David, j'étais comme, tu sais, je sais que David c'est un bon graphic designer, puis un gros, il est bon dans le branding aussi. Il est comme Barista, c'est lui qui a bâti la marque. Comme l'identité visuelle de Barista, c'est lui qui développe ça depuis genre le début. Puis en fait, à un moment donné, j'ai juste écrit, puis j'étais comme, David, tu connais-tu un bon illustrateur? Parce que je sais que David fait du design, mais j'ai jamais vu faire des illustrations, du dessin. Là, il fait comme, ben oui, mais il dit, je pourrais peut-être m'essayer parce que je suis quand même pas si pire là-dedans. J'étais comme, oh, let's go, on a un illustrateur. C'est tellement différent. Puis là, il était comme, ben écoute, on va s'essayer, puis je te chargerai pas tant si longtemps que tu seras pas satisfait. Tu sais. Fait que là, on a des idées. On a des idées de design puis tout ça, de merch. En fait, c'est même pas du merch, c'est du apparel. Oublions le merch parce que nous, on veut vendre un produit. C'est pas c'est pas le contenu qui va servir à vendre la merch. C'est plus genre l'inverse. Puis là, je pense que c'est une influence mutuelle. C'est juste le brand. Les deux vont en même temps. Exactement ça. Fait que là, on va développer probablement des concepts avec des designs avec David. Mais je te dirais que pour l'instant, comme les premières collections de base, ça va être moi qui va faire ça. Puis ça va être surtout, parce que là on parle de vêtements, là, mais des chandails, des shorts. Tout le monde porte des chandails. On en porte t'en as un. Un nom en fait de ça. Fait que non, mais oui, premièrement on va y aller pour la base, donc vraiment des t-shirts, puis vraiment comme du t-shirt comme de bonne qualité. Moi je veux pas que tu te ramasses avec un trou au premier lavage dans ton chandail parce que better believe que le brand Track Trend va prendre le bord pour toi. Évidemment, on a des masques qui s'en viennent, puis je pense que je vais vous montrer un teaser. C'est quoi ton short préféré? Oh, fuck, man. Pour être honnête, je suis vraiment basic. Je cherche un noob, là. T'aimes-tu... T'as-tu une marque préférée? Ça doit avoir avec la F1 ou n'importe quoi? Non, c'est des autos que tout le monde peut conduire, là. Ouais. Moi, je t'aurais dit une Mitsubishi Outlander. Ok. T'as-tu vu le film Ford versus Ferrari? Ouais. Ah, ok. Moi, j'ai vu. Moi, non, mais ouais, ça. Je pas mal regardé sur Netflix, man. Toi, tu l'as vu? Moi, j'ai vu, ouais. Ok. Tu vas reconnaître ça? Ouais. Insane. Insane. Fucking nice, man. Puis c'est du... Puis derrière, c'est blank. Il va peut-être avoir notre logo, si je me trompe pas, dans le col en arrière. Mais ça, c'est comme la série Patchy qu'on appelle. Puis c'est des petites patchs brodées qui vont être sur les autos. Puis comme on va faire des séries vintage, ça c'est la partie vintage. Pour ça, il va y avoir d'autres race cars. Mais ça, c'est comme du daily wearable. Genre, je veux vraiment que tu puisses porter ça à tous les jours. Puis c'est quand même genre, comme quand on parle de vêtements comme ça, tu sais, c'est un lifestyle que vous vendez. Mais tu sais, genre, si on regarde des brands comme FaZe où c'est plus du lifestyle, mais comme... du high-end lifestyle pour des gamers. Là, c'est plus pour des personnes qui aiment les voitures. Est-ce que vous faites en collaboration avec genre des conducteurs de voitures de course, de F1? Moi, ce que j'aimerais faire, c'est probablement travailler avec comme des racing motorsport ou des racing teams, genre, puis faire, mettons, une collab où, mettons, t'as bâti un véhicule légendaire, là, puis faire, mettons, une édition limitée de 25 chandails, puis comme, get yours before they go. C'est ça, là. Fait que c'est vraiment, là, tu veux travailler dans... J'allais te poser la question
question du volume, mais c'est vraiment sur le limited edition. Ouais. Faire des, ben, je veux pas dire des one-off parce que, comme on a dit, genre, mettons 25, 30. Ouais, parce que le t-shirt, il coûtera pas 300$, même si c'est un non, one-off. c'est ça, là. exact. Ouais, mais ouais. stills, là, c'est juste le fait que tu le fais sur un design, ça te donne, je pense, d'en faire peu te permet d'avoir plus d'impact dans le processus créatif parce que tu en crées tout le temps des nouveaux. Exact. Tu es tout le temps en train de faire du nouveau. Ouais, tout ça. ouais, 100%. Ouais, la nouveauté drive les ventes aussi en même temps. Donc, c'est sûr et certain qu'on essaie de faire des quantités limitées de tous ces produits-là parce que je veux pas me ramasser avec un inventaire de malade de quelque chose qui se vend pas aussi en même temps. Ouais. C'est ça la crainte en dedans de moi, mais je sais que ce produit-là est unique, je sais que ça va sortir, mais tu sais, on va faire des windbreakers, je veux faire des produits comme, tu sais, exemple, j'aimerais ça également un jour ou l'autre faire des produits qui sont propres au racing, genre des gants, des casques, des fire suits, des shoes. Ça, c'est cool. Des shoes de racing, je serais down de faire ça. C'est peut-être juste une question d'aller chercher les bons fournisseurs pour ça. On les a déjà dans nos poches, les fournisseurs, là, c'est grâce au contact et au réseau de Louis et Jérémy. Mais au-delà de ça, on crée beaucoup de contenu. Puis comme récemment, on a review une BMW E36, E36 puis une E46 M3. On a review une Audi R8 V10. Ça, c'était une beast. Là. C'est des monstres. Tu sais, toutes des autos qui ont des histoires, mais des autos vraiment uniques. Genre que ceux qui connaissent ça, on a review une RX8 swap RX7. Juste changer de moteur dans cette auto-là, c'est un job de 30 000$. Le gars était comme... Malade. Ouais, c'est ça. Il sort bien avec le moteur. Là. Malade. Ouais, fait que Track Trend, je suis content de dire que c'est un brand. Je suis content de dire que c'est notre objectif de développer un brand également. Puis c'est également aussi un projet qui revient un peu à ma passion initiale qui est l'automobile. Au-delà de la création de contenu, ma passion d'abord et avant tout, c'était l'automobile. Fun fact, avant d'aller en média au cégep, je voulais aller en mécanique de machine reload. C'est tellement j'hésitais entre les deux. Mais parce que j'aimais ça, l'auto. Je voulais être manuel. Je voulais apprendre de mes mains. Mais écoute, là, ça revient. Puis je trippe. It went full circle. Full circle, 100%. Puis là, tu penses que c'est ça le launch quand? Bon, on launch. Là, on est 4 aujourd'hui. Le sneak peek, là. Ouais, ben, on est le 4 aujourd'hui. Si je ne m'abuse, la boutique en ligne va être... la boutique, excuse-moi, va être en ligne le 9 ou le 10. Le 9 ou le 10. Ouais, donc ça drop soon. Ça aurait été fucking cool, man, si t'avais pu amener un petit j'aurais aimé ça, man. Ça aurait été cool. J'aurais aimé ça, mais quand je te dis la collection, elle sort là. Ah ouais, ok, cool, man. Nous, on va mettre le lien en bas. Donc, si vous voulez magasiner du apparel... Ça fait qu'encore gros shout-out. Gros shout-out à mes boys Louis et Jérémy. Yep. Mais là, on arrive proche de la fin de la discussion. On a parlé un peu de toutes les facettes de qu'est-ce que tu fais. Mais pour arriver vers un close, là, où est-ce que Hugo Isabelle il se voit dans 5 ans? En 10 ans. C'est quoi le futur pour toi? Parce que là, on s'entend, tu as diversifié tes intérêts. Où est-ce qu'on va là? Là, on s'en va vraiment vers, je te dirais, le développement de Profil Agence Créative comme étant comme une agence qui va se développer, qui va se diversifier, qui va engager également du monde. Je veux avoir une team à l'interne qui va pouvoir créer le plus de contenu possible. Puis également de travailler avec des plus gros brands, travailler avec des plus grosses marques. Là, la beauté de la chose, c'est que je travaille avec des marques, je travaille avec des entreprises qui, en ce moment, me permettent d'avoir ce piédestal-là, si tu pourrais dire, le top tier. Je suis rendu dans le top tier un peu de ça. Maintenant, c'est d'amplifier ça. Le développement, puis tu sais, comme Profil Agence Créative, je trouve que ça englobe également tout ça. Parce que quand je crée du contenu avec Track Trend, c'est Track Trend, mais je le ramène toujours un petit peu vers... Profil Agence Créative parce qu'à la base c'est mon brand, c'est la mienne, c'est mon bébé comme on disait plus tôt. Et donc c'est vraiment d'amplifier ça puis également de mettre notre nom sur la map comme étant une agence créative qui développe des concepts uniques, qui offre un service complètement unique, un service qui se différencie énormément de toutes les autres agences par la quantité, la déclinaison, par également aussi la puissance, le reach que ce contenu-là va avoir. Et puis également aussi de rester comme true to our roots, to myself. Dans le sens que, tu sais, je veux développer des services que je ne suis pas spécialiste personnellement dedans, mais je veux quand même rester dans ce que je connais, ce que je sais. Donc, que ça tourne autour de l'automobile, la création de contenu, whatever, c'est de faire ça, mais x10. Puis je pense que ça va passer surtout par
avoir les bons partenaires autour de moi, développer des alliances stratégiques avec les bonnes personnes, et ça aussi d'avoir des personnes qui ont cette même vision-là. Développer le sentiment d'appartenance envers la marque. Ben man, moi je veux te dire, t'as définitivement l'air d'un gars smart, tu sais ce que tu fais, tu sais où est-ce que tu t'en vas, fait que nous on te souhaite tout le positif. On pense que tes brands puis tous les travails dans lesquels tu fais, ça va bien aller, man. T'as de l'air super sharp. Puis peut-être, toi, t'as-tu une dernière remarque, quelque chose? Moi, ça allait, là. C'était genre, est-ce que tu penses que c'est plus à Montréal? Ouais, tu penses voir vraiment la grande chose? Ouais, question international, dirais-tu? J'ai passé à 2 doigts d'être international, là, pré-COVID. Okay. J'ai un client torontois qui manufacture en Chine les pièces automobiles. Et là, il était comme, hey, man, on veut créer du contenu à notre... Ça, c'était en novembre. On veut créer du contenu à notre manufacture en Chine. Là, c'est comme, oh yeah, let's go, man, on y va, tu sais. Moi, je lisais pas les journaux vraiment à ce moment-là. Fait que j'avais aucune idée qu'il y avait quand même une petite affaire qui s'appelait la coronavirus qui se développait. Puis là, on construit des hôpitaux, let's go, tu sais. Puis là, il y a du monde qui meurt, tu sais. Fait que là, mon client est comme... le turn of events. On avait un mois et demi pour se préparer pour aller en Chine puis aller créer du contenu. Hey, rentrer en Chine avec des équipements vidéo puis un drone, c'est pas facile. Non, pas facile. Même si c'est eux qui font les drones. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Oh my God. Go back to your roots. Puis là, en novembre, décembre, janvier, on est prêt à partir. Puis là, all hell breaks loose. Là. L'épidémie se développe internationale. Toutes les villes ferment en Chine. Gros confinement de malades. Mon client, il regarde ça puis il est comme... Hell non qu'on va en Chine. J'étais passé à 2 doigts parce que legit, ils ont cancellé 2 semaines avant qu'on parte. Ça, c'est un gros projet. Mais c'est quand même fou que tu aies été capable de maintenir tes opérations à travers la COVID. Je pense que ça, c'est une des choses qui arrive avec le contenu digital. C'est un des perks qu'on a, quote-unquote, là, parce que c'est pas, comme tu as dit, tu fais beaucoup de services et pas de produits. Fait que c'est un bon avantage. Ouais, absolument. OK, là-dessus, man, moi, t'as-tu des remarques pour closer le podcast? Gros shout à Instant Présent Média. Allez les follow sur Instagram. 2 gars très, très, très professionnels avec du beau gear. On va se le dire, les gars sont préparés. J'étais arrivé, j'avais même pas besoin de peser sur record. C'était déjà fait. Donc, checkez-les dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je pense que les gars, vous êtes dans la bonne direction. Right, man. Fait que, encore une fois, merci Hugo d'être venu. On va donner tous tes affiliate links. Est-ce que, en fait, moi, je vends pas de produits pantoute. Non, mais affiliate links dans le sens de tous tes produits de page. Ouais, absolument. Ben, écoutez, c'est profil agence créative un peu partout. Puis c'est Track Trend qui s'en vient. Puis il y a des beaux petits liens dans la description. Exact. OK. Bon, mais merci beaucoup, man. Puis à la prochaine. Peace.